Bonsoir à toutes et à tous, je suis Natacha Ruiz, co-auteure du guide de la mode éco-responsable et fondatrice de Poesia. Et ce soir, je suis avec Annick Géane et Olivier Ducatillon, nos invités du jour, pour le nouvel épisode du talk show Mode créatrice d'envie, Comment devenir consommateur. Alors pour rappel, ce talk show a vu le jour à l'occasion de la sortie du guide de la mode éco-responsable, coécrit avec Alice Lehoux et publié par Mango Édition. Ce talk show a pour vocation de connecter les professionnels de l'industrie de la mode et du textile avec le grand public pour que nous puissions communiquer, échanger et co-créer l'industrie d'aujourd'hui et de demain pour la rendre plus vertueuse. Alors, notre thème du jour, c'est la fabrication française et la vraie fabrication française. On insiste bien dessus. Alors, un petit voyage dans le temps. On va revenir à l'essor de la machine à coudre, donc qui est après les années 1829. On a donc une industrie textile qui connaît une forte expansion en France au milieu du 19e siècle avec l'apparition de la haute couture. Alors, il faut savoir que l'industrie textile, c'est un secteur qui regroupe la production textile et habillement. Et donc, au XXe siècle, on a le développement des fibres synthétiques, donc, qui va transformer en fait la production, qui va se tourner plus vers des usages non vestimentaires. Après, on a à partir des années 90 une accélération de la mondialisation et une délocalisation massive de la production, ce qui entraîne de graves conséquences sur l'emploi, puisque la France, entre 1986 et 2004, dans le secteur textile, elle va perdre 2 tiers de ses effectifs. En 2007, on a environ 150 000 personnes dans le textile et l'habillement qui sont réunies dans 8 000 entreprises à peu près. Alors, ces dernières années, la tendance, elle s'inverse. Donc, ça, c'est plutôt positif puisque les exportations sont en hausse et la production, elle progresse légèrement, tout comme la productivité. En 2017, pour la première fois depuis 40 ans, l'Union des industries textiles, elle constate une augmentation des effectifs de 3,6%, ce qui fait environ 2000 emplois. Alors, historiquement, c'est intéressant de savoir que la production textile française, elle est centralisée sur 3 régions principales, et on va aussi parler d'une quatrième. Donc, on a le Rhône-Alpes, donc c'est vraiment une région française, la première région française du textile, qui est traditionnellement tournée vers le tissage de la soie et qui est devenue leader français des textiles techniques et industriels. Elle réalise 70% du chiffre d'affaires national, bien qu'elle ait perdu, il faut savoir, 50% de ses effectifs entre 1993 et 2008. On a d'un autre côté le Nord-Pas-de-Calais, donc qui s'est développé dans l'industrie lainière, la filature du coton et le lin. Et pareil, donc la majorité des entreprises, elles ont fermé leurs portes et le secteur s'est lui aussi réinventé donc via les textiles techniques. Et la troisième grosse région, c'est les Vosges, donc qui accueillent des ateliers de confection textile. Alors les entreprises, elles misent sur le savoir-faire et le développement de produits écologiques et les matières qui sont travaillées sont le lin et le coton bio. Actuellement, on a de la recherche et développement en cours pour promouvoir le tissage de fibres naturelles, donc telles que le chanvre, l'ortie. Et on a aussi des entreprises qui relocalisent partiellement leur production, notamment les chaussettes et le linge de maison. Et une quatrième région, donc, dont on parle moins, mais qui regroupe en fait des entreprises de confection Grand Ouest. Donc, on a le Choletais et la Normandie, et qui va être plus centré sur l'industrie du luxe. Alors, il faut savoir que dans le textile et l'habillement, les importations restent la norme. Donc, on a toujours 85% des biens qui sont consommés, qui sont produits à l'étranger. Mais le retour de la production locale est réel. Et on voit que c'est lié à plusieurs choses, notamment la prise de conscience par chacun d'entre nous, consommateurs, de l'importance sociale des achats, l'importance de l'écologie. On voit aussi le développement de la mode éthique et la nécessité de repenser la gestion des stocks. Donc, on voit que cette prise de conscience, elle est incarnée par de nombreuses enseignes, des enseignes historiques comme Agnès B, Bleu Forêt et des nouveaux acteurs comme le CIF français ou 1083. Voilà, donc ces informations, je les ai retrouvées sur le site de franceindustrie.pro. Et donc aujourd'hui, je suis avec 2 experts justement de la fabrication française textile habillement qui sont là pour approfondir le sujet. Donc j'ai d'un côté Annick Géane. Bonsoir Annick. Bonsoir. Alors toi, tu es présidente de l'association Fashion Green Up, anciennement Nordcrea, que C'est tu as ça. cofondé avec Ariel Lévy, donc qui était aussi présente dans un de nos talk shows, et Jean-Michel Castin. Donc, avant ça, toi, tu as occupé durant 25 ans des fonctions de direction off marketing achat au sein de grands groupes. Et donc, toi, le but de ton association, c'est vraiment de changer le système business de la mode et de rendre la mode plus innovante et durable, locale et humaine. Et depuis 2017, vous proposez des événements, notamment pour les professionnels, donc Fashion Tech Days, la rencontre de l'innovation mode dont tu vas nous parler, et les Fashion Green Days, le forum de la mode circulaire et éco-conçue. Et aujourd'hui, Fashion Green Hub, vous rassemblez déjà 300 entreprises, vous faites Oui, des groupes de travail et vous avez aussi un tiers-lieu spécialisé dans la mode durable qui est situé dans le Nord, à Roubaix. et à Roubaix, voilà, précisément.
Et donc, toi, tu pilotes aussi la coopérative hubmode.org et vous proposez justement des formations en ligne pour les entreprises de mode. Et en parallèle, tu as une vie chargée puisque tu donnes aussi des conférences et tu interviens aussi dans des masters et des MBA autour du business et de l'entrepreneuriat mode. Et pour pas oublier, tu as contribué au guide de la mode éco-responsable. Et oui. Voilà. Et en parallèle, donc, j'ai Olivier Ducatillon. Bonsoir Olivier. Bonsoir à tous. Voilà, donc toi, tu es dirigeant de Lemaître de Mester depuis 2008 et tu es président de l'UITH, donc l'Union des industries textiles et habillements du Nord. Et toi, tu as travaillé 20 ans dans le domaine de la dentelle de Calais, 10 ans dans le management de croissance et 10 ans dans la gestion de crise. Et tu es très lié aux industries du terroir par ton expérience justement dans la dentelle, puis celle dans le lin. Et en parallèle, tu es très impliqué dans des causes collectives, donc l'UITH dont on a parlé, le CELC, donc qui est la Confédération européenne du lin et du chanvre, le R3ILAB, le label EPV, donc l'entreprise du patrimoine vivant, et tu es un fervent défenseur ou promoteur, selon les circonstances, du fabriqué en France, comme on a dit, le vrai, et de la mode éco-responsable. Et juste rapidement pour présenter le Maître, mais tu nous en parleras plus précisément. Donc, le Maître de Mester, c'est une entreprise textile qui date de 1835. Donc, c'est la 5e plus ancienne société textile de France et qui est une référence du coup en matière de tissus, d'ameublement et de décoration haut de gamme, spécialisée dans le lin, puisque les métiers donc, sont situés à Loing, dans le nord de la France, pour une fabrication 100% française. Voilà. Tout à fait. Et pour le reste, je vous laisserai rentrer plus en détail. Donc, bonsoir encore à tous ceux qui sont avec nous, qui nous ont rejoints. Donc, je vous invite à préparer vos questions. Ils pourront y répondre à la fin. Et tout de suite, on va vous donner la parole, en commençant par vous présenter plus en détail votre parcours. Qu'est-ce qui vous a mené à ce que vous faites aujourd'hui et concrètement votre implication dans le développement de la fabrication française au quotidien. Alors, Olivier, je te laisse commencer. Oui. Merci pour cette présentation. Et comme tu l'as dit, il y a un moment, c'est des choses, et on en parlait juste avant, c'est des choses dans le textile, c'est beaucoup des histoires d'êtres humains, d'hommes et de femmes, et beaucoup des histoires de passionnés. Et je pense que pour avancer dans ce métier, pour faire évoluer les choses, il faut être avant tout passionné. Et je pense que c'est ce qui nous caractérise là, en l'occurrence, l'un et l'autre. Et moi, j'ai effectivement toujours travaillé dans des industries de terroir, dans des industries qui étaient liées au territoire, à des savoir-faire spécifiques. J'ai toujours essayé de mettre en avant, et comme je disais tout à l'heure, comme tu le disais, défendre ou promouvoir le Made in France, parce que je pense que c'était d'une part, il y a une dimension sociale, il y a aussi une dimension environnementale. Et je pense que sur ces sujets-là, on a aussi la particularité, il y a ne serait-ce que 5 ans en arrière, quand tu avais ce genre de discours, on te prenait pour un idéaliste, un utopiste, voire un illuminé selon les cas. Et c'était difficile de se faire entendre. Bon, ceci dit, moi, j'ai racheté le Maître de Mester en 2008 et depuis le début, ça a été vraiment l'un des piliers de la stratégie, de se dire, nous, on veut continuer, on veut être français, on veut avoir, déjà en 2008, on parlait de notre bilan carbone, parce qu'on a la chance d'avoir une filière lin où 80% de la fabrication mondiale du lin est française, hein, le lin pousse en Normandie, et donc, et dans les Hauts-de-France, bien sûr, et donc l'idée, c'était de se dire qu'on avait un bilan carbone exceptionnel en étant fabricant et tisseur de lin, et en ayant le lin à disposition. Donc, c'était vraiment la volonté de promouvoir cette fabrication française pour le côté social, pour le côté environnemental. Ça a été le cas dans la dentelle, et malheureusement, on a vu que ça n'a pas toujours été facile, et 20 ans après, on est effectivement passé par toutes les phases, et aujourd'hui, malheureusement, il ne reste plus grand-chose, alors qu'à un moment, cette dentelle était l'apanage de la région des Hauts-de-France également. Et je pense qu'il faut retenir les leçons du passé. Et aujourd'hui, ce qui se passe dans l'Inde, c'est magnifique, parce qu'on essaye de rebooster cette industrie de terroir sur des territoires comme les Hauts-de-France et la Normandie, avec des savoir-faire bien français, et en misant tout sur aussi une relocalisation, parce que c'est vraiment ce que nos consommateurs attendent, et ils nous confirmeront peut-être. Voilà. Ok, merci Olivier.
Et toi, Annick, peux-tu nous en dire plus? Alors, bah, moi, j'ai passé de toute ma vie dans la mode. J'adore la mode. Alors, pas ses mauvais côtés, mais elle a aussi énormément de bons côtés. En tous les cas, elle est remplie de personnes absolument passionnantes sur toute la chaîne de valeur, de A à Z, voilà, de la matière au produit fini. Et j'ai beaucoup travaillé dans de très grands groupes. Voilà, donc ça m'a donné la chance de connaître un peu toutes les rouages des grands groupes. Et puis à un moment donné, eh ben, le système n'était plus possible pour moi, donc je suis sortie du système et je me suis demandé comment on pouvait le faire évoluer, changer le plus vite possible. Donc avec quelques autres passionnés, nous avons créé l'association Fashion Green Hub, à l'époque Norcrea, puisque l'association était régionale et puis elle est devenue, on va dire, malgré nous, nationale, mais c'est super, c'est une très très bonne nouvelle. Il y a maintenant 300 entreprises qui sont de partout en France et qui travaillent ensemble pour que vraiment le système change. C'est-à-dire, c'est pas une amélioration à la marge, il faut changer le business model, la chaîne de valeur, la façon dont on fait les choses, la façon dont on les crée, la façon dont on les produit, la façon dont on les vend. Il y a un énorme travail qui est déjà bien engagé par certains. D'autres commencent à travailler, mais l'important, c'est que tout le monde s'y mette parce qu'on a des enjeux de climat très, très, très impératifs et qu'on n'a plus du tout le temps d'attendre et de se poser des questions et de se demander. Le consommateur est là aussi, hein, qui nous tire pour avancer. Voilà. Donc maintenant, je pilote Fashion Green Hub et puis j'essaie de faire que tout le monde avance le plus possible par un travail collectif. C'est très important. On travaille ensemble tout le temps. Il y a plein de projets, plein de groupes de travail et c'est ça qui aide à avancer, en fait, je pense. Ok. Bah, tu pourras nous en dire plus tout à l'heure. Et donc, du coup, je te propose, Olivier, de nous dire un peu plus en détail finalement ce que c'est l'activité de Le Maître de Mester. J'ai pas tout dit, notamment l'origine du lin, tous les labels que vous avez, enfin voilà, tout ce que vous faites, ce que vous avez enfin comme projet aussi à venir. Ok, ben, le maître de Mester, ouais, j'aime bien présenter la société comme ça. Je dis c'est une start-up de 1835 parce qu'on est une très vieille dame, parfois poussiéreuse dans le sens où on est dans les locaux d'origine. Donc c'est très sympa pour l'histoire et pour toute cette atmosphère. Et les médias ou les clients américains ou asiatiques adorent ça, ce côté histoire, et ça respire l'histoire. Maintenant, bon, c'est pas toujours forcément évident entretenir, mais ça fait partie de nous, de notre ADN et de notre histoire. Mais à côté de ça, la particularité, c'est qu'on a toujours essayé de rester complètement adapté aux nouvelles technologies, à une espèce à cette modernité pour faire évoluer toutes les choses en fonction de leur temps, mais avec comme dénominateur commun en permanence, c'était toujours cette fabrication française et le lin. Alors, en 2008, le Maître de Mester n'était pas la même société qu'aujourd'hui. Le Maître de Mester en 2008 était un généraliste de la fibre naturelle, faisait à peu près 40% de lin, mais le reste c'était du coton, de la viscose ou des mélanges, et était dans une logique et dans un modèle économique complètement différent, puisque c'était trois clients qui faisaient 80% du chiffre d'affaires avec trois références, et on va dire un positionnement moyen haut de gamme, et avec, à l'époque, grand changement aussi par rapport au mode de consommation, c'est qu'à l'époque, si on voulait du coloris bleu-rouge dans un tissu en lin, c'était 500 mètres de minimum, quoi. Voilà ce qu'on disait à nos clients. Mutation, révolution et énorme changement de modèle dans les 13 ans, puisque aujourd'hui ça fait 13 ans que j'ai repris le Maître de Mester. Ben, c'est qu'aujourd'hui le Maître de Mester est devenu le spécialiste du lin français. Alors, je vais être clair aussi, on n'est pas très nombreux, donc on n'a pas beaucoup de mérite à devenir le spécialiste, parce que j'ai envie de dire que c'est même anormal qu'avec notre taille, on soit le spécialiste du lin, mais là aussi, on voit apparaître d'autres acteurs, ce qui est plutôt bon signe sur le dynamisme du marché, mais c'est surtout sur le fait que la demande en lin en local et en général chez les consommateurs est de plus en plus présente par rapport à toutes
les vertus du lin sur l'aspect environnemental et sur le bilan carbone que j'évoquais tout à l'heure. Il y a très peu de filières, si vous réfléchissez, des filières industrielles complètes depuis l'origine de la matière jusqu'au produit fini qui sont françaises. Il y en a très très peu finalement. Donc là, on a cette chance inouïe d'avoir 80% de la production mondiale de cette magnifique fibre de lin qui soit française, donc Hauts-de-France et Normandie en majorité. Et ensuite, nous avons les plus grands teillages du monde qui sont français, et c'est aussi une chance magnifique dans cette transformation de la fibre. Et il restait quelques tissages, parce que dans le déroulé historique que tu as fait tout à l'heure, ben, on a eu quand même à un moment, il faut le dire, hein, des pouvoirs publics qui n'ont plus cru au textile, qui considéraient que produire en France était devenu mais complètement ringard et que c'était complètement dépassé et fini, et qu'il fallait tout miser sur le service, il fallait tout miser sur la distribution et sur d'autres secteurs, mais en tous les cas pas sur la production. Et c'est comme ça qu'on a eu le résultat qu'on a obtenu. Et mais c'est clair que il y a quelques années, au début du XXe siècle encore, il y avait encore près de 200 tissages et filatures dans les Hauts-de-France. Et aujourd'hui, malheureusement, on voit qu'il en reste vraiment très peu. Même, encore une fois, si tout ça, c'est en train de rebouger, on en parlera tout à l'heure. Mhm. Donc, le lin a cette spécificité d'avoir toute la chaîne de valeur, presque toute, puisqu'il n'y avait plus de filature depuis le début des années 2000, mais que là, on a trois projets de filature qui sont plus ou moins soit réalisés, soit avancés dans les mois à venir. Et c'est le début de cette relocalisation pour avoir une chaîne de valeur 100% franco-française. Et pour répondre, encore une fois, aux objectifs à la fois sociaux, à la fois environnementaux de la chose. Donc, le maître de Mester a fait de l'ameublement, a fait passer par tous les stades, a fait sa réputation sur le tissu damassé pour les nappes et le linge de table, a été fournisseur du tsar de Russie, de la reine Elisabeth, de Napoléon, et ensuite a évolué vers énormément d'autres métiers. On a eu un recentrage sur l'ameublement dans la fin des années 90, et depuis que j'ai repris, on s'est remis à faire aussi des tissus en lin pour le linge de lit, parce que les draps en lin, c'est quand même exceptionnel. Et si vous n'avez pas essayé, il faut le faire. Et là, on s'est remis au prêt-à-porter, parce que c'est le prêt-à-porter qui est venu nous chercher, parce qu'il y avait cette demande de lin, de fabriquer en France, et qu'au début, on disait même bêtement, on disait non, parce qu'on disait on n'a pas forcément les tissus, et puis finalement, on a détourné des tissus, on s'est rendu compte qu'on avait des tissus utilisés, mais aujourd'hui, l'évolution, c'est que depuis 2 ans, on a fait une véritable collection pour le prêt-à-porter, parce que le prêt-à-porter est aussi en recherche de la mode responsable, c'est en recherche de matières locales, de matières vertueuses, et le lin, pour ceux qui ne savent pas, je me permets petite parenthèse lin, c'est ce qu'il y a de plus vertueux au niveau écologique et comme fibre naturelle. Ça ne consomme pas d'eau, il n'y a pas d'irrigation, ça consomme très peu d'intrants, ça n'abîme pas les sols, bien au contraire, et c'est thermorégulateur, et ça n'a que des vertus aujourd'hui sur le marché, et on voit ce côté, et on n'est pas là pour bâcher quelques fibres que ce soit. Moi, je suis pas là juste pour faire la promo du lin, mais pourquoi cet engouement? Parce qu'il y a un moment, il y a des choses factuelles. Il y a des avantages et des vertus qui sont incontestables et qui sont reconnus par de plus en plus de gens qui se soucient de savoir ce qu'il y a dans leurs vêtements, de savoir ce qu'il y a dans leur intérieur. Et à un moment, ça a commencé par la nourriture. On a voulu savoir ce qu'il y avait dans nos assiettes. Et bien maintenant, les gens veulent savoir exactement ce qu'il y a dans leurs fringues, ce qu'il y a chez eux, dans les rideaux, dans les canapés. Ils veulent tout savoir, et il faut qu'on soit très clair, qu'on ait une traçabilité marquée et prouvée dans tout ce qu'on avance. Il faut être capable de le prouver. C'est un des enjeux et des choses qu'on essaye de faire rentrer dans la volonté, l'esprit des boîtes d'arriver à cette transparence et cette traçabilité.
Et d'ailleurs, tu disais que vous êtes en train de voir pour recréer une filature, parce qu'il y en a plus, c'est ça, hein? Il n'y en avait plus depuis le début des années 2000. Et on a eu le maître de Mester a eu la chance pendant le Covid, hein, ce qui est une petite anecdote assez drôle, parce que moi j'ai acheté le maître de Mester au moment de Lehman Brothers, 3 jours après Lehman Brothers, et j'ai vendu la majorité des parts de le maître de Mester à la coopérative agricole Natup, une coopérative normande, et qui en fait la condition avant de lancer cette filature, c'était de pouvoir avoir le tissage également pour justement maîtriser cette chaîne de valeur. Et donc, en mai 2020, Natup est devenu actionnaire majoritaire de Lemaitre de Mester. Et dans la foulée, ils ont tout de suite embrayé sur le projet de filature. Donc, cette filature, elle est déjà en route. Les bâtiments sont en train d'être réaménagés puisque ça se fera sur le site du Peignage Saint-Martin en Normandie. Et les machines sont commandées, elles vont arriver en juin et en juillet. Et on compte sur un démarrage et démarrage de production en fin d'année 2021, tout début 2022. Voilà, donc là, c'est plus qu'une envie ou un projet, c'est une réalité. Tout est lancé, tout est en construction, tout est en train de se mettre en place sur un marché qui n'existe pas. On est bien d'accord, dans le sens où on ne peut pas se référer à des statistiques existantes en disant, ben voilà, le marché du Made in France pur, 100% chaîne de valeur française. Aujourd'hui, dans ce secteur-là, il n'existait pas. Donc, c'est un pari pour tous ceux qui se lancent dans ces projets-là. Mais il y a un tel engouement et une telle demande que je pense qu'on a eu raison de pouvoir faire cette offre globale sur le marché du 100% chaîne de valeur française. Voilà. Alors, le prix va être différent, certes, mais je pense qu'on est dans une logique aussi différente. Les consommateurs, aujourd'hui, ils achètent différemment, ils achètent mieux, ils achètent peut-être moins, mais mieux. Ils achètent pour des choses qui ont du sens. C'est très sensible de savoir quel est l'impact de ce qu'ils achètent sur l'environnement, mais je reviens aussi sur le côté social. Ok. En tout cas, c'est un super beau projet. On a hâte de voir ça se concrétiser. Et du coup, toi, Annick, est-ce que tu pourrais nous parler justement de Fashion Green Hub? On en a un peu parlé déjà des actions, mais plus en détail et concrètement, ce que vous faites au quotidien pour le développement de la fabrication française. Alors, ce que l'on fait, c'était un peu une folie en 2018 parce que ça faisait un moment qu'on commençait à dire qu'il fallait recréer une activité textile sur le territoire, que tout le monde en avait besoin. En fait, nous, on aime bien montrer, on aime bien entraîner en montrant. Et puis, je dis nous, c'est tous les membres, hein. Nous, on fait rien tout seul. On le fait parce que nos membres veulent, sont d'accord pour faire des choses. On est une association d'entreprises. Donc, c'est toutes ces entreprises qui disent, tiens, si on faisait ci, on voudrait bien faire ça, mais on ne sait pas trop comment. Voilà, mais ensemble, on va trouver comment faire. Donc, on a créé un atelier en 2018 un peu comme Olivier avec l'usine de lin, avec zéro vision, zéro marché et zéro information, et tout le monde qui nous disait mais vous n'êtes pas un peu cinglés. Et cet atelier, en fait, il sert de lieu d'exercice. Alors, c'est des exercices en vrai, hein, on fait des vrais produits pour des vrais clients. Mais il a beaucoup servi, il sert encore beaucoup à prototyper. Il sert à toutes les jeunes marques, parce qu'il y a énormément de jeunes marques qui arrivent sur ce marché de la mode durable, hein, qui veulent le conquérir, et donc qui ne trouvent pas où faire leurs produits, où faire fabriquer leurs premiers produits ou leurs prototypes. Donc, on s'est mis au service de ces jeunes marques, mais pas seulement, aussi au service de toutes les grandes enseignes, parce que cet atelier, au départ, il a été quand même financé grâce à Camaïeu et Auchan. C'est les deux qui ont dit « Ah bon, vous voulez faire ça? Bon, ok, allez hop, un chèque, et hop, on achète les machines et on y va. » Donc, eux-mêmes, déjà, avaient des questionnements. On aimerait bien tester, on aimerait bien voir qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà. Et donc, cet atelier sert de lieu d'exercice pour ces enseignes qui avaient, pour certaines, complètement perdues. Il n'y a plus aucun savoir-faire de la fabrication française. Parfois, elles se sont mises à redécouvrir des gens qui étaient à quelques kilomètres de chez elles, dont certains acheteurs n'avaient plus du tout aucune idée de leur existence. Donc cet outil, en fait, a remis
en exercice quelque part un certain nombre d'enseignes qui avaient abandonné tout ça depuis des années, voire des dizaines d'années. Certaines qui l'avaient encore un peu gardé, du coup, se sont mis aussi à interagir, à se dire, tiens, oui, mais on voudrait faire de la customisation, oui, mais on voudrait faire du t-shirt à la demande, toutes les semaines, on fabrique 50 ou 100 autres t-shirts. Voilà, donc ça a permis aux uns et aux autres d'expérimenter des nouvelles choses. Et depuis 2 ans maintenant, l'atelier s'est fort spécialisé en upcycling. C'est venu encore une fois tout seul parce qu'on recrée des produits avec des produits anciens, des invendus neufs. Et un certain nombre d'enseignes se sont mis, pareil, à tester ces boucles circulaires, comme Blanche-Porte, ou maintenant Tape à l'œil, ou Bisbee, voilà, en se disant, on a des stocks, mais du coup, on en refait des produits, et puis on les revend, c'est-à-dire on garde la responsabilité de nos stocks, on ne s'en débarrasse pas en Afrique, on dit, ils sont à nous, il faut qu'on en fasse des choses. Donc, les retransformer en produits est aussi une solution. Donc, cet atelier, il est, on va dire, il a un côté artisanal, pour le prototypage. Il a maintenant un côté industriel parce qu'il fabrique aussi des grandes séries. Et il est en réseau, c'est-à-dire il ne fabrique pas tout seul, il fabrique avec d'autres copains ateliers qui sont à proximité. Et dès qu'on a une série un peu grande, finalement, parce que nous, notre but, ce n'est pas de faire concurrence aux ateliers existants, c'est de faire tout ce qui les embête, qui est moins rentable, comme le prototypage ou les petites séries. Et dès qu'il y a une série plus grande, hop, on la donne aux autres copains ateliers qui, eux, voilà, fonctionnent sur des séries en général au-dessus de 500 ou 1000 pièces. Voilà, donc voilà comment on travaille. Et toute cette réacculturation Made in France, elle est très importante parce qu'il ne faut pas oublier qu'on l'a oublié. À part l'industrie du luxe, elle ne l'a pas oublié, elle l'a beaucoup cultivé. Mais on va dire que le milieu et moyen de gamme, elle l'a oublié depuis 40 ans. Donc, il faut retrouver ce savoir-faire et cette appréhension du Made in France. Merci beaucoup pour ce partage et c'est un super beau projet aussi que vous êtes en train de développer depuis quelques années déjà et qui a un bel avenir comme on voit ce que fait Olivier. Donc, ça se complète bien en plus. Donc, c'est super. Oui, parce que du coup, on va associer aussi à tout ça. On commence à faire des partenariats aussi. On va inciter les enseignes à retrouver aussi l'amont de la chaîne de valeur, à retrouver les tisseurs, à retrouver les filateurs, à se réintéresser à tout ce qu'ils sont en train de faire, parce que tout le monde travaille très dur pour développer des nouvelles fibres recyclées, par exemple, avec les pôles de compétitivité. Donc, il y a tout un énorme travail qui est fait d'amont en aval. Notre rôle, c'est un peu que tout ça fasse mayonnaise plus vite, voilà, que tout le monde travaille. Nous, on est une sorte d'accélérateur ou de mise en réseau, mais on montre aussi des choses. On le montre. On ne dit pas juste faites ci, faites ça. Du projet en cours. Ouais, tu pourras nous en parler. Et oui, donc on voit que la fabrication, elle revient progressivement, mais on voit quand même qu'il y a des polémiques puisque aujourd'hui, on a des marques qui jouent en fait sur les mentions autodéclaratives comme Made in France, conçu en France, fabriqué en France. Alors, comment est-ce qu'on peut être sûr finalement qu'un produit est vraiment bien fabriqué en France? Alors là, Olivier, je te donne la parole pour nous en dire plus. Sur comment reconnaître vraiment un produit fabriqué en France. C'est encore compliqué pour le consommateur de s'y retrouver aujourd'hui, il faut être clair. C'est compliqué. Alors, ce qui déjà prête à confusion, c'est ce qu'on met derrière la notion Made in France, parce que en fait, la notion Made in France, on peut appliquer ce Made in France sur un produit, même si le produit, il n'y a eu que juste la dernière opération d'assemblage qui a été effectuée sur le territoire. Donc, je pense que là, déjà, il y a une grosse part d'hypocrisie dans cette appellation et qui crée une confusion incroyable. Donc là, il y a un vrai combat actuellement, je pèse mes mots en disant ça, un combat entre des différentes entreprises à différentes chaînes à différents endroits de la chaîne de valeur, où il y a une volonté de certains d'être complètement transparents et d'afficher une traçabilité totale, une transparence totale sur les étapes de production, parce qu'à un moment, on se dit, pour que le consommateur soit informé, il faut qu'il puisse, quand il achète un produit, il regarde et on doit pouvoir lire de manière très claire et de manière officielle, validée et donc prouvée
que la fibre vient de tel endroit, le fil a été filé à tel endroit, tissé, tricoté à tel endroit, ennobli à tel endroit et enfin confectionné à tel endroit. Et je peux vous dire que là, au niveau là, j'ai la casquette du syndicat, en national et en régional, il y a énormément de travail pour essayer de convaincre de la nécessité, parce qu'à un moment, c'est le consommateur qui choisit et le consommateur qui décidera. Donc, pourquoi essayer de repousser l'échéance? Alors, il y a des enjeux qui sont aussi complètement politiques, parce qu'on est dans un enjeu qui est européen, enfin qui est mondial, mais on a une réglementation européenne et un affichage environnemental dans le cadre du PEF, c'est le programme européen sur le sujet, mais qui va mettre un certain nombre d'années, où il y a des réseaux d'influence, appelons un chat, et des lobbies qui se manifestent pour essayer de… Oui, il faut en dire, mais pas trop en dire. Et encore une fois, c'est clair que, pour ne pas les citer, mais certains grands groupes et grands distributeurs mondiaux, internationaux, qui ont surfé et je ne veux pas faire de l'anti-mondialisation primaire et de base sur le sujet, mais qui ont surfé sur ça, qui ont fait leur réussite et leur modèle, c'était comme ça, aujourd'hui, n'ont pas forcément envie qu'on ait trop d'informations sur leur chaîne de valeur. Mais à un moment, comme je disais tout à l'heure, le consommateur, il veut savoir. Et il va vouloir le savoir. Et si à un moment, que ce soit les marques ou que ce soit les chaînes, ne veulent pas avoir cette transparence, ça va devenir suspicieux quelque part. Ça va devenir… les consommateurs vont se demander pourquoi. Donc, en France, on essaye là aussi. Tout le monde est a priori d'accord pour le faire, mais on sent quand même qu'il y en a qui traînent un peu des pieds. Donc, on essaye de pousser ça. Le principe étant clair, c'est que cet étiquetage et cet affichage, parce que l'étiquetage, c'est les étapes, ce que j'ai dit, ce qu'on peut marquer sur une étiquette. L'affichage environnemental va plus loin sur la notion de carbone, sur la notion de plastique, sur la notion d'eau, enfin d'utilisation de produits chimiques dangereux, enfin toutes ces choses-là. C'est comment avoir une information claire pour le consommateur, qui soit facilement mise en place par les PME également, parce qu'il n'y a pas que les grands groupes, il y a aussi beaucoup de PME dans le textile. On est très fragmenté sur le marché textile, et dans les 60 000 emplois, ça représente presque 2200 entreprises aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de petites entreprises. Il ne faut pas leur mettre des usines à gaz qui vont les empêcher de faire, ou alors qui vont mettre des contraintes terribles dans la production. Et je pense que… Et la troisième chose, il faut que ça soit aussi différenciant pour ceux qui veulent être vertueux, pour ceux qui veulent mettre en avant la vraie fabrication française. Et là, plus on en dira, plus on sera transparent, et mieux ce sera. Voilà, donc aujourd'hui, la réalité, elle est là. Donc, c'est très difficile de répondre à la question. Maintenant, les aides, c'est quoi? C'est des labels qui existent, mais il y en a une multitude. Il y a des labels qui vont, où on essaye de faire croire et il faut faire attention. Après, il y a des labels tout à fait sérieux. Il y a des labels à la fois sur le côté environnemental, mais sur le côté justement traçabilité. Et les choses sont en train de se mettre en place. J'en citerai que quelques-uns, parce que sinon, on peut y passer 2 heures. Du coup, il y en avait plusieurs. Je vais les montrer en même temps, comme ça, tu peux les commenter. Vas-y, je t'en prie. Voilà. Alors, Origine France Garantie, c'est un label privé. C'est aussi des choses, je pense qu'on peut faire la nuance, et je ne suis pas en train de dire le privé, c'est moins bien que le conseil public ou conseil gouvernemental. Pas du tout ce que je dis, c'est juste un état de fait. C'est un label privé où il y a une certification qui passe par un organisme de certification privé, et ça représente un certain business. Maintenant, c'est tout à fait sérieux. Ça a l'avantage d'être connu parce qu'il y a des moyens de communication qui sont importants. Donc là, le critère, c'est fait sur en fait le calcul du prix de revient et sur la valeur ajoutée. Voilà. Le seul petit bémol, c'est que pour les entreprises, encore une fois, peut-être plus petites et qui n'ont pas forcément cette capacité d'investissement régulier, des fois, on pourrait, certaines entreprises, même si elles étaient à 100% un prix de revient ou des étapes de chaîne de valeur
en France pourraient ne pas obtenir ce label par rapport à une question d'amortissement et de valeur de l'investissement. Donc, il y a des petites choses et des petites nuances qui pourraient être. Moi, je suis personne pour juger la qualité. Je suis pas en train de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. En tous les cas, ça a le mérite d'exister. C'est un label privé qui aujourd'hui apporte en tous les cas une certaine sécurité et une certaine une fiabilité sur le sujet. Donc, on peut s'y fier, c'est clair. Ensuite, France Terre Textile, qui est sûrement un des labels les plus exigeants sur cette traçabilité, qui est un label et son président. Et vous l'avez d'ailleurs avec le maître. Nous sommes labellisés France Terre Textile, tout à fait, qui garantit que 75% des étapes de fabrication sont faites en France. Voilà. C'est un label, il y a un audit qui est régulier. Vous avez tous les 3 ans, vous avez un audit général, mais tous les ans, vous avez un audit sur les produits qui sont labellisés et où vous devez prouver cette traçabilité. Et ensuite, il y a des contrôles qui sont faits par un auditeur externe également, sur la logique de la chaîne entre la consommation de fils, de tissus et de produits finis qui sont faits. Donc, il doit y avoir une cohérence là par un système et un logiciel qui a été mis en place pour valider cette cohérence et qu'on valide les informations qui sont données. Parce que la problématique des labels, c'est quand même le côté déclaratif et c'est comment arrive-t-on à prouver ce qui est annoncé, et c'est ce qui va être de plus en plus mis en avant et demandé par le consommateur et aussi par les pouvoirs publics de toute façon. Le label, il est très très exigeant, les audits sont très sérieux et très pointus, et c'est un label d'entrepreneur, de chef d'entreprise au service des entreprises. Voilà, donc c'est privé, puisque ça a été fait par un groupe d'industriels. Au départ, c'est né dans les Vosges, par Paul de Monclos de la société Garnier-Thébault, pour ne pas le citer, mais je pense qu'il faut saluer ce genre d'initiative. Et ensuite, d'un label local, c'est devenu un label qui s'est multiplié dans les différentes régions pour devenir un label national et qui là garantit bien une traçabilité et toutes les étapes de production. Donc là-dessus, nous sommes effectivement labellisés depuis pas mal de temps. Et le troisième aussi. Alors, le troisième, effectivement, nous sommes entreprise du patrimoine vivant, mais tous ces labels connaissent des évolutions, des mutations, mais entreprise du patrimoine vivant, à la différence des deux autres, c'est un label d'État. Donc, c'est un label qui était jusque-là et qui est toujours décerné par les pouvoirs publics. Ça a été au départ par les ministères, c'est depuis maintenant redescendu dans les régions. C'est toujours un label d'État, mais qui est attribué par les préfets de région, avec des critères d'admission qui sont très stricts et qui font là, à l'entrée, demande un audit très strict sur le côté savoir-faire unique, ancien et fabrication française. Donc là, ce sont des labels très pointus, très spécialisés. Il y a 1300 entreprises labellisées en France sur le label entreprise du patrimoine vivant. Donc, c'est vraiment, c'est pas un label qu'on distribue comme ça à qui le veut, à qui le souhaite, et qui connaît, là aussi, qui connaît beaucoup de changements. Je suis ravi parce qu'il y a eu de nouvelles, l'organisme de tutelle a été rattaché au métier d'art, et c'est Luc Le Sénécal, le patron de Tricot Saint-James, qui en est le président et qui fait un travail remarquable sur le sujet. Et c'est bien aussi que ce soit un industriel, un chef d'entreprise qui soit à la tête d'un label comme ça, un label d'État. Et il a vraiment tout fait pour que ce label continue à exister et puisse se développer avec un développement régional. Et en fait, moi, j'ai créé il y a 2 ans avec une bande de pionniers et de convaincus. On était 7-8 autour de la table dans une réunion. On s'est dit, on va lancer notre antenne régionale dans les Hauts-de-France. Et donc, il y a depuis 2 ans, c'est tombé juste avant le Covid, ça c'est malheureusement pas de chance, mais c'est comme ça. Il y a donc une antenne régionale, une association régionale des entreprises EPV dans le Nord. Il y en a 70 dans le Nord. Il devrait y en avoir beaucoup plus parce qu'en fait, il y a énormément de pépites avec des savoir-faire exceptionnels qui pourraient bénéficier de ce label. C'est un label qui se communique très bien sur l'étranger, sur l'export, où c'est la reconnaissance d'un savoir-faire français. Ce n'est pas qu'un label textile. Il y a beaucoup d'entreprises textiles, mais ça concerne
tous les secteurs d'activité et on est fiers de pouvoir dire qu'on est effectivement labellisé entreprise du patrimoine vivant. Voilà. Et donc, si on voit ces labels et certifications, on peut quand même être Rassuré. rassuré quand on achète son produit, quoi. On est rassuré sur l'histoire, sur le savoir-faire. Et vous savez, avoir ces labels, on se rajoute des contraintes quand même. On se rajoute des audits, ça a un certain coût. Et à un moment, si on a la volonté d'aller là, c'est parce qu'on se dit qu'il faut se différencier. Et il faut qu'on puisse justement prouver aux consommateurs que dans notre démarche, dans tout ce qu'on fait, dans notre process et dans notre façon de vendre et dans notre stratégie et dans nos convictions et nos valeurs, parce que c'est quand même ça qui est au final le plus important, on est attaché à tout ce qu'il y a derrière ces labels et toute la signification de ces labels derrière. Et il y avait un quatrième label, donc, alors lui, c'est pas français, mais c'était intéressant de peut-être revenir dessus si tu veux. Tout à fait. Il est pas français parce que il pouvait pas être français dans le sens où comme il n'y avait pas de filateur français dans le lin, il était difficile d'avoir un label français sur le sujet. C'est pour ça que le label est européen. On a peut-être étudié justement l'évolution d'un label purement français avec les filatures qui sont en train de se monter. Mais c'était intéressant parce que ça garantissait la traçabilité européenne du lin, à savoir que le lin cultivé en France derrière était taillé en France et il était filé en Europe. Donc, ce n'était pas un lin qui partait en Chine ou en Inde pour être filé, tissé, confectionné, je ne sais pas où encore, à un autre bout de la planète, pour revenir dans le magasin en disant bah, oui, mais mon lin, il est français, il a poussé en France. Ouais. Paradoxe, quoi. C'est super, on en est tous ravis. Maintenant, je pense qu'on avait la volonté avec ce label aussi de dire aux consommateurs, voilà, avec ce label-là, vous êtes sûr que votre lin, il n'a pas fait trois fois le tour du monde. Voilà. Et ça, c'est quand même important aussi sur la traçabilité et sur la garantie de qualité et d'origine. Ok, merci pour ce partage. C'était super intéressant en tout cas de pouvoir avoir ces informations. Oui, et donc maintenant qu'on a vu tous ces labels et toutes ces certifications, Annick, peut-être tu peux nous répondre à cette question, mais est-ce qu'on peut vraiment produire un vêtement à 100% en France? Et si c'est le cas, quel est son coût? Est-ce que c'est accessible ou est-ce que forcément ça coûte très cher? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que quand vous achetez un vêtement, un prix de vente, je ne sais pas, mettons une robe à 90 €, le plus souvent, son coût de fabrication représente une très très faible partie de ces 90 €. Voilà. Dans le prix d'un produit, bon, déjà évidemment, il y a 20% de TVA, mais il y a aussi beaucoup de marketing, beaucoup de coûts qui sont appliqués, qui ne sont pas des coûts de fabrication. Très, très souvent, le coût de fabrication ne dépasse pas 10% du prix de vente. Très souvent, le plus souvent. Voilà. Donc, on parle, parce qu'on dit, oh là là, oui, mais les produits vont coûter beaucoup, beaucoup plus cher parce que ça coûte plus cher à fabriquer. Oui et non, parce qu'on parle uniquement de ce 10% du coût du produit. Donc, même si ce 10% est un petit peu plus cher, ça ne va pas tripler ou doubler le prix du produit final. Donc, ça, c'est déjà important à comprendre. Évidemment que fabriquer en France, c'est plus cher que de fabriquer au Bangladesh, puisque en France, on paye des gens avec des salaires normaux, même si on peut se dire qu'ils ne sont pas assez hauts, mais bon, voilà, on paye des gens, on paye des charges, on paye des impôts, on paye des loyers. Voilà, on a un fonctionnement qui fait que une usine aujourd'hui, nous, on est nous-mêmes un atelier, donc on vend des produits à des interlocuteurs, des marques. Le coût de la minute, on va le vendre entre 50 centimes et 60 centimes d'euros la minute. Et ça couvre l'exploitation de l'atelier de fabrication. Voilà. Au Bangladesh, un ouvrier, il est payé entre 60 et 80 € par mois. Voilà. Donc, on est tout à fait dans des coûts de fabrication qui n'ont absolument rien à voir du tout. Donc, on ne peut pas espérer que fabriquer en France, ce soit au même prix
que fabriqué en Chine ou fabriqué au Bangladesh. Moi, de temps en temps, je vois des gens arriver qui disent « Oui, mais moi, je veux bien fabriquer en France, mais je veux le même prix. » Voilà, on lui dit « Sors de là, il ne revient plus jamais. » Voilà. Donc, il faut être conscient. On ne peut pas espérer avoir le même prix. Ce n'est pas possible. Alors, il y a une petite nuance quand même, c'est que les usines françaises sont en général très productives. C'est-à-dire celles qui ont résisté à tout depuis 30 ans ou 40 ans, elles sont quand même, on va dire, beaucoup plus productives. Aujourd'hui, une usine de confection en France, elle est infiniment plus productive qu'une usine de confection en Inde ou au Bangladesh. Donc, on se rattrape un peu parce qu'on met moins de temps pour faire les choses, mais on ne va pas réussir à se rattraper complètement. Donc, de toute façon, aujourd'hui, par exemple, si on prend un t-shirt fabriqué en France, c'est très simple. On va mettre à peu près 10 minutes pour le faire, emballage compris. Donc, ça veut dire qu'il va coûter déjà 6 € de confection, de fabrication. Le fait de couper le tissu, de le coudre, de rajouter les étiquettes, de l'emballer, de le repasser. Voilà, tout ça, ça va revenir à peu près à 6 €. Une matière, il faut à peu près 1 mètre de matière, elle va valoir entre 3 et 4 € à peu près, un jersey normal fait en France, encore une fois. Donc du coup, c'est très très difficile de sortir un t-shirt. En plus, si on l'imprime, on va rajouter 1 €. Donc c'est extrêmement difficile de sortir un t-shirt d'une usine en France qui coûte moins de 10 €. Entre 10, 13, 15, bon après ça dépend de la matière, ça peut être beaucoup plus. Donc aujourd'hui, quand on voit des entreprises qui prétendent vendre, ça me met très en colère, des t-shirts fabriqués en France et qui les vendent 5 €, ce sont des voleurs. Il n'y a pas d'autre mot. Ce sont des gens qui trichent. Ce sont des gens qui importent de la matière du Bangladesh et qui le font fabriquer dans des ateliers plus ou moins formels et plus ou moins pleins de gens plus ou moins déclarés dans des endroits que plus ou moins tout le monde connaît. Voilà. Donc, la réindustrialisation, la relocalisation, si c'est faire ça, je me battrai le restant de ma vie contre ça. On a un exemple en Angleterre, on a une ville qui s'appelle Leicester, où il y a des friches industrielles, un peu comme à Roubaix, et petit à petit, d'année en année, se sont installés des gens qui font travailler à peu près 10 000 personnes dans des conditions épouvantables. Alors, OK, peut-être certaines entreprises disent « Ah, je fais du Made in UK ». Mais si c'est pour le faire comme ça, ce n'est pas la peine. Donc voilà, le Made in France, il faut aussi regarder de près. Où, par qui, comment, dans quelles conditions. Voilà, le Made in France n'est pas toujours la panacée. Il faut bien regarder, il faut regarder ce que disent les marques. Hein. C'est très simple, on va sur leur site et on regarde ce qu'elles disent. Si elles disent qui est mon usine, où elle est, qui fait quoi, c'est beaucoup plus rassurant que si on ne sait rien du tout, déjà. Voilà. Donc, je crois que c'est la question, évidemment que c'est très, très bien de développer tous ces labels, mais il y a aussi ce que dit la marque. Est-ce qu'elle explique toute sa chaîne de production, comme le font très bien 1083 ou le style français. Voilà, ils sont très, très transparents. On sait exactement où est fait quoi. Il y en a même qui disent « Ah, mon bouton, mon étiquette, elle vient de là. » Enfin, voilà, il y en a qui vont vraiment très, très loin dans le descriptif de leurs produits. Voilà, ce que je voulais dire, le Made in France, il doit être fait, encore une fois, avec honnêteté, voilà, et de bonne façon, environnementalement et socialement. Voilà, on ne peut pas, parce qu'il faut faire du Made in France, le faire n'importe comment. Ça, ce serait le pire qui puisse nous arriver. Après avoir connu tous ces problèmes et qui disparaissent presque complètement, hein, on a perdu 90% des emplois en 40 ans, le pire qui pourrait nous arriver, c'est que se redéveloppe un Made in France opportuniste qui, pour dire qu'on fait du Made in France, le fasse d'une façon épouvantable. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez lancé une campagne pour un projet de t-shirt fabriqué en France. Oui. Et tu veux nous en parler parce que le prix, justement, il est à 30 €. Ce serait intéressant de savoir comment vous avez pu sortir un produit à 30 €, les coulisses. Mais c'est très, très, très simple. Ça n'a absolument rien de compliqué ou de bizarre. Voilà, on a juste travaillé très normalement avec un filateur qui est à Caudry, qui s'appelle Manufacture Française de Textile, qui en plus fait l'effort de développer des nouvelles fibres. Par exemple, un de nos t-shirts est dans un mélange de viscose recyclée et lin.
Ça, pour nous, c'était la première fois qu'on voyait ça. En plus, c'est un toucher absolument extraordinaire. Donc, on est allé voir Manufacture française de textile. On dit, bah, nous, on veut faire un t-shirt qui montre que c'est possible. Mais il faut qu'il soit beau, mais il faut qu'il soit doux. Enfin, voilà, il faut qu'il soit très, très, très bien. Ce n'est pas seulement une pancarte, ce Voilà. t-shirt. C'est un vrai t-shirt qu'on a envie de porter. Et puis, Manufacture française de textile a tricoté voilà, de la maille qu'on a confectionné dans l'atelier de l'association. Et puis, quand on s'est dit, mais, finalement, combien on va le vendre, on s'est dit, mais il faut aussi que les détaillants indépendants puissent le vendre. Il faut qu'eux aussi ils aient accès à ces beaux produits. De plus en plus de détaillants indépendants disent, bah oui, mais nous, on veut faire de la mode durable, mais on ne sait pas trop comment, c'est pas là, il faut nous aider. Voilà. Et on a une discussion avec eux, on leur a dit, oui, mais voyez-vous, si vous faites la marge habituelle, qui inclut que vous allez solder, faire moins 50, moins 80, moins je ne sais combien, on ne va pas y arriver. Ce t-shirt va être trop cher. Donc, est-ce que vous êtes d'accord? On s'est mis sur le salon Wooznext il y a 6 mois. On a parlé à 50 ou 100 détaillants, je ne sais même plus. Et on leur a dit, voilà, ce t-shirt, est-ce que vous êtes d'accord pour le faire un coefficient juste de 2? C'est-à-dire, si on vous le vend 15 euros, vous le revendez 30 euros. Alors que d'habitude, vous faites 2,7. Mais par contre, il n'y a pas de solde, il n'y a pas de démarque, et finalement, vous l'approvisionnez en continu. Vous n'êtes pas obligé de vous engager 100 000 ans à l'avance. Juste un mois avant, vous commandez, et puis comme ça, vous recommandez si vous avez vendu, et finalement, vous n'avez jamais de stock. Ils ont dit, banco, ça nous va très bien. Donc, on voit bien que cette fabrication française, c'est aussi tout un système de A à Z qu'il faut repenser, réfléchir, et que finalement, quand on s'y met tous, on trouve tout à fait une formule qui convient à tout le monde. Personne n'est perdant, personne ne va avoir moins ou pas assez. Le filateur va gagner sa vie normalement, l'atelier va gagner sa vie normalement, le détaillant va gagner sa vie normalement, et finalement, le consommateur, lui, va avoir un vrai, très, très beau produit. Voilà, donc c'est vraiment ça qu'on voulait montrer pour que plus personne puisse dire « Ah mais non, c'est pas possible, on peut pas y arriver ». Voilà, on voulait montrer que oui, c'est possible. Et on va continuer ce travail, on va le continuer avec des produits aussi en chaîne et trame. On va aller voir Olivier, là, dans pas longtemps, pour sortir, encore une fois, des produits pour montrer. Nous, on n'est pas là pour en vendre 10 millions, c'est pas ça, c'est pour montrer que c'est possible. Et en plus, on a fait une campagne KissKissBankBank, et puis voilà, il y a des gens qui l'ont acheté. Donc voilà, on montre qu'il y a un marché, il y a une façon de fabriquer et de vendre qui permet à tout le monde de gagner sa vie, et que donc, beaucoup plus de marques et d'enseignes doivent aussi le faire. Ce qui est intéressant, Natacha, si je peux me permettre, dans ce que vient de dire Annick, c'est important, et pour les gens qui nous écoutent, c'est que le Made in France n'exonère pas le fait que c'est de la mode et que ça doit être un produit sympa, un beau produit, Oui. parce le consommateur sera d'autant plus exigeant sur le Made in France, sur la qualité, oui. Mais ça n'exonère pas toujours son côté mode, et ça doit rester irrationnel, mode, créatif, sympa, et ça, on voit tellement, on est sollicité par tellement de projets ou de jeunes marques et de gens qui il n'y a pas très longtemps, là c'est en train d'évoluer, mais encore maintenant, ils ont l'idée d'avoir le sentiment d'avoir l'idée du siècle, et c'est effectivement l'idée du siècle, dans le sens ils ont raison d'avoir identifié un segment de clientèle aujourd'hui et de consommateurs captifs sur ce côté Made in France et environnemental, mais à qui on rappelle et on ne cesse de rappeler, mais n'oubliez pas que votre produit, même s'il est Made in France, est super vertueux, mais si, passez-moi l'expression, je vais être un peu cru, mais si c'est un produit de merde, ça restera un produit de merde avec un drapeau français dessus. Donc, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, il ne faut quand même pas oublier qu'on est là pour faire de la mode, et que c'est important ce qu'a dit Annick sur le produit, le look du produit, la qualité du produit. Après, la deuxième chose que je retiens aussi, un t-shirt à 30 euros, il y a plein de gens qui vont dire attendez, qui est-ce qui peut se payer un t-shirt à 30 euros? Il est clair que là aussi, il y a un segment de clientèle
qui pourra pas, qui peut pas et qui va continuer à être drivé par le prix. Et c'est compréhensible parce qu'aujourd'hui, ça restera des types de produits qui ne seront pas forcément accessibles et il y a des gens qui continueront à aller chez des hard discounters et on ne peut pas empêcher ça et on ne peut pas blâmer non plus les gens pour ça parce que quelque part, ils n'ont pas le choix. Mais en revanche, il y a toute une nouvelle clientèle ou des clientèles qui sont en train d'évoluer où avant, ils achetaient peut-être 3 t-shirts à 10 euros. Et ben, cette fois, ils vont en acheter un à 30 euros. Mais ils vont se dire, en achetant ce t-shirt à 30 euros, j'ai fait un achat citoyen. Je fais un achat citoyen parce que ça a été produit en France, ça a payé les impôts, les charges, ça a payé les services publics. Quelque part, c'est quand même ça qu'il faut penser quand on achète. C'est pas toujours évident de faire le lien, mais c'est quand même là. Et la relocalisation, c'est quand même ça aussi. C'est recréer des emplois et donc redonner du travail. Ça, c'est important, mais c'est aussi contribuer aux dépenses publiques et c'est aussi quelque chose d'important. Et après, il y a le côté environnemental. Ils ont l'impression de faire un achat citoyen et en plus bon pour la santé, bon pour la planète. Et c'est quand même des choses qui reviennent régulièrement sur le tapis. Donc c'est super important. Il y a un changement d'attitude, mais je pense que c'est important de le dire. On n'est pas en train de dire ah oui, il y a tout le marché qui va aller vers le Made in France et qui va acheter ça. Non, non, ça, il faut être raisonnable. Les choses vont se faire progressivement, petit à petit, et on est bien conscient que c'est un segment de clientèle sur le marché qui va être très sensible. Chez les jeunes générations, on le voit. Enfin, moi, je vois, c'est vrai que mes enfants, ils vont être beaucoup plus sensibles à ce côté durable, planète, que l'étaient mes parents ou qu'on était des gens de ma génération. Donc, les choses sont en train de bouger, les lignes bougent et ça évolue. Comme il est très solide, ce t-shirt Olivier, celui qui n'a pas pu se l'acheter 30 euros, il va peut-être le trouver en seconde vie, ensuite à 10 ou 15 euros, parce qu'il pourra vivre plusieurs années. Et on va le montrer, ce t-shirt quand même, parce qu'il y a un article de blog sur fashiongreenup.org, comme ça, si vous avez envie d'en savoir plus, on peut le découvrir. Et je partagerai le lien dans le groupe Facebook, comme ça, ceux qui veulent… On peut toujours l'acheter sur fashiongreenlab.fr, le site des créateurs de l'association. Voilà. Il y a toute l'histoire, vous pouvez regarder. Tout ce que tu as dit, c'est écrit dans l'article. Comme ça, pour tous ceux qui ont envie de voir plus en détail encore. Et on le vend en marque blanche aux créateurs aussi, ceux qui veulent utiliser ces modèles, ces matières et les faire. On imprime aussi en encre écologique dans l'atelier. Donc, ceux qui veulent imprimer leur création sur ces t-shirts peuvent aussi le faire. Mais il y a énormément, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il y a énormément d'entreprises qui sont en train de se monter, de projets, de start-up et qui se lancent dans des productions de chemises, de t-shirts, d'accessoires sur ce créneau-là. Et il y a des choses bluffantes. Hein. Moi, j'avoue que là, sur les 3 dernières années qu'on vient de vivre, où on voit une demande, ça explose de tous les côtés. Alors bien sûr, hein, des fois, il y a des projets qui sont un peu farfelus ou des projets pas aboutis, mais il y a aussi beaucoup de projets très sensés. Il y a beaucoup de gens qui ont des idées super, des envies super. Ils ont une façon de vendre et de raisonner qui est parfois complètement différente, mais ce qui est génial, ça nous fait rester jeunes et ça nous fait nous remettre en cause sur tous ces sujets-là et on en apprend tous les jours au contact de tous ces start-upers et de ces jeunes marques ou de plus anciennes, mais qui se remettent en cause et qui sont toujours à l'affût de nouvelles choses, de nouvelles créations et de nouveaux clients. Voilà. Donc, c'est super intéressant. Et justement, Olivier, tu veux nous parler du projet que tu as commencé à faire avec, il me semble, La Redoute, une capsule collection Là, en France, justement, ça peut être intéressant. Oui, on peut parler la Redoute, mais on peut parler, même si on n'est pas là pour faire la pub de qui que ce soit, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu… Non, mais on a eu un premier projet, parce qu'on était convaincus que sur ce marché, on voyait
des nouveaux acteurs, ce qu'on appelle les digital natives, qui arrivent avec ce cahier des charges très précis, où ils vendent en ligne, mais il faut que ça soit français, il faut que ça soit du lin, il faut que ça soit écologique. Et franchement, on a vu énormément de nouveaux acteurs. Nous, on a des gens avec qui on travaille aujourd'hui, je ne les connaissais même pas il y a 5 ans, voire même il y a 3 ans. Et donc là, il y a une multitude. Après, les gens qui sont plus haut de gamme étaient déjà dans cette logique-là. Mais là, j'ai été bluffé, moi, depuis 1 an, de voir des enseignes. Et on peut citer effectivement La Redoute, AMPM du même groupe qui a lancé, qui commercialise déjà donc, des rideaux 100% français avec la matière, le tissage et la confection dans les Hauts-de-France. Et donc, c'est déjà sur le catalogue. Et La Redoute nous a approché aussi sur une collection capsule prête à porter, là aussi avec du lin le plus français possible, puisqu'on n'avait toujours pas notre filature. Mais donc, la filature, c'est du Master of Linen, c'est du lin européen. Mais c'est tissé chez le maître de Mester et confectionné à Roubaix également. Et donc, et là, j'étais, moi, surpris de voir cet intérêt chez toutes les enseignes qui ne sont pas forcément les enseignes les plus haut de gamme. On parle de La Redoute, on peut parler de Etam, de Jules, de Promode. Autant de gens, moi, si on m'avait dit un jour, ils vont venir te voir pour demander du lin français, j'aurais été un peu sceptique, quoi. Et là, on voit qu'il y a cette vraie volonté, ce vrai changement. Et donc, cette collection capsule, alors c'est une collection capsule pour La Redoute, mais pour nous, ça représente déjà un certain volume et on est ravis. Et ce que je peux dire, je tiens à le dire aussi, que ça soit sur les rideaux avec MPM, sur la collection prêt-à-porter avec La Redoute, il n'y a pas eu de discussion comme on pourrait le redouter en disant le prix, ça va coincer et donc on va se faire tordre le cou sur le prix. Nous, c'était très clair dans notre tête de toute façon en disant si c'est pour se faire tordre le cou, ça ne sert à rien, on ne va pas y aller, on n'y va pas pour perdre de l'argent. Mais on a fait les choses normalement par rapport à notre prix et de manière assez transparente et les choses se passent bien. Alors après, bien sûr, il faut que ça se vende, il faut que ce soit un succès. À la vente, pour eux, c'est un peu plus cher. Et comme l'a dit Yannick aussi tout à l'heure, je pense que les marques sont en train de se poser la question sur ces segments-là, ces collections spécifiques. À un moment, il faut peut-être reconsidérer les marges et surtout les taux de démarque et toutes ces choses-là pour que entre le prix facial et le prix réel en finale, on arrive à quelque chose de cohérent. Et ça, ce qu'il faut, c'est déjà se parler. Et c'est vrai que ces enseignes, on les a rencontrées dans des groupes de travail avec Fashion Green Hub. Et pour se parler, pour échanger, parce que des fois, on se rend compte qu'on ne se connaît pas non plus. Il y a ce phénomène-là. Nous, un des rôles aussi, la UTH au niveau du syndicat, et c'est ce que fait aussi Fashion Green Hub et d'autres acteurs de l'écosystème dans les Hauts-de-France, faire en sorte que les gens se connaissent, que les gens identifient où sont les compétences, où sont les expertises de chacun, et qu'on fasse en sorte de mettre en relation et de travailler au maximum avec cet écosystème. Alors après, on fait bien sûr dans les Hauts-de-France, mais après, si déjà c'est en France, c'est déjà exceptionnel parce que finalement, on se rend compte et on est en train de faire un travail, on va bientôt communiquer là-dessus, une cartographie régionale et nationale de qui fait quoi en fait, qui sont les tricoteurs dans le Nord, qui sont les tisseurs, qui sont les filateurs, qui sont les confectionneurs, et on se rend compte il y en a, et je suis content et je suis confiant sur le fait qu'il y en aura de plus en plus, et c'est une de nos missions et c'est des choses qu'on pousse, quoi. Ouais, une petite chose, j'en ai pas parlé, mais ça me tient un petit peu à cœur, Natacha, c'est sur cette fameuse étude qui a été commanditée par l'UIT, donc le syndicat national en France, avec un organisme, donc une étude tout à fait sérieuse, publiée, validée. Tous les chiffres qui sont dedans sont des données qui ont été vérifiées. Des petites choses qui peuvent faire réfléchir les citoyens et les consommateurs. C'est très simple, ça va très vite. Tu l'as dit tout à l'heure, on n'a pas tout à fait les mêmes chiffres. Moi, les derniers chiffres que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, 97% du textile consommé en France, après la variante, peut venir de là, je parle textile en général, habillement et décoration. 97% est importé. Donc ça, c'est un chiffre quand même qui est colossal. Et je pense que pour tous les gens qui peuvent nous écouter, c'est un moment de se dire… Donc, ça veut dire qu'il n'y a que 3% de ce qui est consommé en France qui est produit en France. Donc, si on arrive avec
ce changement de mentalité et cette volonté de relocaliser, il y a des conséquences incroyables. Chaque consommateur, aujourd'hui, consomme 8 kilos de textile par an. Si on décidait, si un consommateur arrivait à acheter 1% de ces 8 kilos, c'est-à-dire 80 grammes pour tout le monde, c'est une paire de chaussettes, un soutien-gorge, une culotte, un bonnet, ça c'est 80 grammes environ. Donc 1%, vous voyez le prix que ça peut coûter, mais si vous vous assuriez que ce pourcent était fait en France, la traduction d'un point de vue social en nombre d'emplois, c'est 4000 emplois créés. Donc je pense que là, ce sont des chiffres qui sont parlants et on voit la responsabilité du consommateur à un moment. Et comme j'aime à le dire aussi, le consommateur a deux droits de vote. Vous avez dans les urnes pour les politiques, mais aussi dans ce que vous achetez, parce que là, c'est votre deuxième droit de vote. C'est vous qui décidez ce que vous achetez et c'est personne d'autre. Et savoir aussi que produire en France, l'empreinte carbone est réduite de moitié par rapport à le même produit importé. Voilà, ça c'est aussi très important à dire, qu'on réduit l'empreinte carbone du pays de moitié si on produit en France plutôt que d'importer ce qu'on achète. Je pense que ça peut faire réfléchir tous nos amis qui nous regardent. C'est ça, tous ceux qui nous regardent. Ouais, merci pour ce partage de chiffres. Oui, j'ai trouvé ce chiffre, c'était 85%, mais c'était sur France Industrie. Alors, comme tu dis, peut-être c'est pas exactement les mêmes. Non, mais ça ne regroupe pas tout Peut-être pas le même périmètre. Voilà, tout le périmètre. Ouais. Et du coup, alors, comment est-ce qu'on peut continuer à dynamiser, accélérer la fabrication française? Annick, comment on peut faire alors? Alors, comment on peut faire? Il faut bien se dire que c'est déjà une volonté. Voilà, il faut commencer par vouloir le faire, se dire, tiens, je vais au moins essayer de le faire. Voilà, donc ça se passe dans les têtes, en fait. Voilà, ça se passe dans les têtes des chefs d'entreprise, des distributeurs. Et c'est pour ça qu'on essaie, nous, depuis le départ, de convaincre et d'inciter les grands distributeurs de le faire. Parce que effectivement, on n'a pas tous les moyens d'aller s'acheter des choses très chères. Donc, il faut que tous ceux qui vendent des vêtements à tout type de prix essaient. Voilà, ils vont y arriver. Ils vont y arriver en partie, c'est sûr, s'ils essaient. Voilà, il faut qu'on puisse trouver partout des vêtements fabriqués en France à tous les niveaux de prix. Alors, ils n'auront peut-être pas la même complexité ou la même créativité, c'est possible. Mais en tous les cas, c'est possible. Pour certains produits, c'est plus facile que pour d'autres. C'est plus facile de faire des t-shirts faits en France que des vestes. Voilà, il y a des produits plus favorables, mais en tous les cas, on peut essayer. Il faut se parler, il faut qu'il y ait plus de liens entre les fabricants et les distributeurs, mais ça, c'est ce que beaucoup d'acteurs essaient de faire régionalement ou nationalement. Je pense que les liens sont en train de se retisser. Il y avait encore beaucoup de méfiance il y a 1 an ou 2. Je pense que c'est en train de un petit peu s'effacer petit à petit. Et puis aussi, il faut que la fabrication change. Voilà. Il faut prendre les nouvelles technologies, il faut utiliser le numérique. Il y a un certain nombre d'entreprises qui ont utilisé le plan de relance pour investir, pour avancer, pour acquérir des nouvelles machines, par exemple, ou numériser leur atelier, ce qui permet d'aller plus vite, ce qui permet d'être un petit peu plus productif, ce qui permet peut-être de jouer un petit peu sur le prix un peu à la baisse, sans exploiter les gens, mais plus par l'utilisation de la technologie et des machines. Donc oui, il faut avancer et puis il faut former des gens, parce que s'il y a 4000 emplois, Olivier, qui arrivent, qu'on fait plein de pourcents, et qu'il faut créer 40 000 emplois, comment on va faire? Voilà, il faut attirer les jeunes vers ces métiers qui sont formidables. Il faut qu'il y ait des jeunes chefs d'entreprise qui arrivent, qui montent des ateliers de manière très différente. Moi, je me rappellerai toujours quand Thomas, de 1083, m'appelait en disant « Eh ben, j'ai décidé de faire un atelier. Ben, comment je vais faire? Comment je peux faire? Où est-ce que je peux trouver des couturières ?» Voilà. Donc, on peut y arriver. Il y a des gens qui arrivent dans ces métiers avec aussi des nouvelles façons de faire et des nouvelles idées. Il y a des chefs d'entreprise anciens qui font des remises en cause incroyables. Moi, j'en vois en ce moment qui avancent, qui investissent, qui prennent des risques, qui pourraient se dire « Oui, là, moi… » ça fait 40 ans que je fais ça, je vais attendre bien tranquillement que j'aille à la retraite. Pas du tout. Ils ont à cœur que leur entreprise avance, que leurs employés puissent garder leur métier. Donc, voilà, il faut le vouloir, il faut travailler, il faut investir. Il faut de l'argent. Là, en ce moment, il ne faut pas se le cacher. Il faut de l'argent et il faut former. Voilà, il faut former les jeunes, les moins jeunes. Il
y a plein de gens, en fait, qui ne savent pas peut-être qu'ils ont ce qu'on appelle, nous, de l'or dans les mains. On va créer une petite formation qui s'appelle de l'or dans les mains pour que les gens puissent juste venir voir en 4 jours s'ils ont vraiment de l'or dans les mains ou pas. Et après, aller dans toutes les excellentes formations qui existent un petit peu partout. Mais il en faut plus de ces formations. Il faut que plus de gens viennent se former à ces métiers qui vont être très différents parce qu'on va utiliser le numérique. Voilà, on ne va pas les faire de la même façon. Donc, les métiers aussi sont en train d'évoluer et de changer. Et voilà, il faut que tout le monde travaille pour que tout ça se passe. On n'a pas beaucoup de temps. C'est ça qui est dur. C'est qu'il faut faire tout ça très vite. Voilà. Donc, il faut s'y mettre tous ensemble très fort. On part de loin, et on part de loin parfois. Et on part de loin. On part Donc de là, loin. on est un petit peu Usain Bolt, on est un peu Usain Bolt qui devrait courir le 100 mètres et qui aurait oublié de faire sa gym depuis un certain temps. Mais avec beaucoup de volonté et en s'y mettant tous. Oui, il n'y a pas de raison. C'est allé très vite là pendant le Covid. Plein d'entreprises se sont mis à fabriquer des millions de masques tout ensemble en tissu. C'était absolument incroyable. Nous aussi, on en a fait. On a eu des relations extraordinaires. On a eu une solidarité, des tisseurs qui nous disent oui, mais t'en fais pas, je t'envoie du tissu. Voilà. Il y a des aventures humaines extraordinaires qui se sont passées pendant ce Covid aussi. Et je pense que ça a un peu remis tout le monde aussi dans un esprit collectif et de se dire mais finalement c'est possible rapidement en fait. Voilà, on est cap finalement. Bon, si on était cap de faire tous ces masques, et on est aussi cap de faire des vêtements pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de vêtements sont fabriqués pour le luxe, qui lui exporte à 86%. Donc en France, on fabrique pour exporter et on ne fabrique pas pour nous-mêmes. C'est dommage. On veut tous des vêtements faits en France. Donc refabriquons pour tout le monde. Oui, tout à fait. Et Olivier, est-ce que toi, tu aurais... comment tu vois la redynamisation de la fabrication française? Tu aurais quelque chose à ajouter? Ouais, ce que je voulais dire quand je dis on part de loin, c'est qu'il ne faut pas oublier que les gens de ma génération, on leur disait quand on était ado, on nous disait si tu ne travailles pas bien, tu iras au lycée technique. Voilà ce qu'on nous disait. Hein. Donc, ça a le temps d'avoir un espèce de matraquage dans l'esprit des gens et qu'aujourd'hui, l'industrie en général a un problème d'attractivité par rapport à tout le résultat de ça, de cet aspect culturel où, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, produire, c'était ringard. Donc, imaginez d'aller faire une formation technique ou manuelle, c'était devenu vraiment, c'était la cata. Quoi. Donc, je pense que ça, il faut... C'est en train de changer, heureusement, hein, c'est en train de changer où on arrive à valoriser le travail manuel, à valoriser les gens qui ont des compétences ou de l'or dans les mains, comme tu disais, des compétences techniques, mais on part de loin et il faut les motiver pour qu'ils reviennent bosser à l'usine. Ça, c'est un des enjeux parce qu'il va falloir beaucoup de gens, parce que toutes les entreprises, on le voit avec le syndicat, on voit bien que toutes les entreprises, que ça soit dans la partie habillement, confection ou dans la partie amont sur même des opérateurs, des tisserands, des tricoteurs, des opérateurs, des conducteurs d'engins ou de qualité ou d'opérateurs de qualité, énormément de problèmes à trouver des gens. Et donc, la formation est un vrai enjeu. Mais l'attractivité, au départ, il faut déjà que les gens aient conscience que voilà, on peut apprendre des beaux métiers, on va produire quelque chose, ils vont produire quelque chose avec leurs mains, ils vont en sortir des choses qui vont servir, qui vont être utilisées. Et cette beauté de la création, de la production, et en plus, qui ont du sens au niveau social, au niveau environnemental, la boucle est bouclée. Voilà. Donc, aller dans le textile. Le textile, c'est présent partout dans les marchés d'application aussi variés, diverses que, bien sûr, il y a la mode, mais on peut aussi citer toutes les parties santé, sport, aéronautique, automobile. C'est présent partout. On n'imagine même pas à quel point le textile, on l'a redécouvert aussi pendant le Covid. Donc, il y a des carrières, il y a des métiers à apprendre, mais c'est important que les jeunes s'intéressent, soient curieux, et s'ils ne connaissent pas, il y a suffisamment de structures aujourd'hui, il y a tout l'écosystème est absolument exceptionnel. Il faut savoir que dans la région, on l'a dit tout à l'heure, tu l'as cité en introduction, on est la 2e région textile de France, mais on a sûrement un des écosystèmes les plus riches en France, et en plus, il est très concentré, quoi. On a vu Made in Roubaix qui a été lancé il y a quelques semaines avec tous ces acteurs historiques et d'autres nouveaux acteurs qui sont arrivés autour du textile. Et sur ce versant nord-est,
plus dans d'autres endroits de la région Hauts-de-France. On a une richesse de nos adhérents, de nos entreprises qui est exceptionnelle et on a un écosystème qui est fabuleux. On a la chance d'avoir les meilleurs centres d'innovation en France, voire en Europe. On a un pôle de compétitivité, le pôle de compétitivité textile. Il y en a 2 en France, il y en a un qui est chez nous, donc c'est aussi une chance. Plus tout autour de ça, l'écosystème avec les acteurs comme Fashion Green Hub, comme Informa sur de la formation, comme Maison de Mode, comme incubateur. On a toute la partie enseignement, recherche, donc l'ANCET, École d'ingénieurs textiles, l'ES Mode, bon, j'ai sûrement en oublié, mais il y a énormément aujourd'hui et c'est une des choses qu'on essaye de mettre en avant et qu'on soit fier de tous ces acteurs, mais qu'on rende lisible leur expertise, qu'on rende accessible et facile pour à la fois les entreprises, pour à la fois les candidats, nos futurs salariés pour le textile et pour tous les acteurs et tous les gens qui se disent parfois mais qui fait quoi, et c'est une de nos volontés d'avoir une offre textile sous l'égide et la bannière de la Textile Valley, comme je t'avais évoqué ça. C'est un concept qu'on va lancer très prochainement pour identifier tous les acteurs de cet écosystème et pour pouvoir donner l'accès le plus facile possible à toutes ces expertises présentes chez nous. On a quand même aussi le CETI, le Centre européen des textiles innovants, qui s'est spécialisé là aussi sur le recyclage, la production à la demande, et on a plein d'acteurs, quoi. On a vraiment des richesses incroyables dans les Hauts-de-France et c'est quand même important de le souligner parce que je pense que c'est pas assez connu parfois et c'est important de pouvoir savoir à qui s'adresser. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur le sujet. Voilà. Voilà, donc il faut aussi aller vers les écoles, les élèves pour leur apprendre que ça existe parce qu'on ne nous en parle pas en fait quand on est à l'école de tous ces… Il y a un travail qui est fait avec le rectorat pour essayer de sensibiliser dès la 3e, pour essayer de sensibiliser à la fois les professeurs et les étudiants. Il y a tout un programme de sensibilisation et d'attractivité qui s'appelle Today Tomorrow Textile, qui est fait au niveau régional sur ce sujet-là. C'est des choses voilà, qui prennent du temps, qui ne sont pas assez connues et qui demandent beaucoup de travail. Et c'est pour ça que c'est, encore une fois, c'est du petit pas. Il y a urgence, il faut que ça aille vite, mais malgré tout, il faut quand même qu'on avance partout sur tous les fronts. Ah, là, on vient de faire un projet avec le lycée technique Jean Rostand de Waterloo. On a accompagné une classe qui a créé sa marque de t-shirts de A à Z. Donc voilà, ça c'était pour montrer que c'est pas parce qu'on était en lycée professionnel qu'on était moins capable que qui que ce soit. Ils ont fait un travail remarquable de création de marque, de réflexion. Ils sont venus produire à l'atelier, ils ont compris comment on produisait des t-shirts. Ils ont pitché, ils sont en train d'être dans des concours. Enfin voilà, du coup on les tient plus. Là, ils sont remontés comme des pendules. Et donc voilà, c'est ça qu'on veut montrer aussi aux jeunes, qu'il y a des choses formidables à faire dans ces métiers. On va ouvrir aussi une école de production pour les jeunes décrocheurs de 15 à 17 ans, ceux qui sont ni à l'école, ni nulle part, sur les métiers du textile à Roubaix à la rentrée. Donc voilà, il y a plein d'initiatives pour essayer de dire venez dans ces métiers, franchement, vous ne vous ennuierez jamais du reste de votre vie. Et vous serez dans des univers vraiment super. Et du coup, avec tous ces acteurs, si on forme toutes ces personnes, est-ce que c'est possible de réindustrialiser la France et de produire exclusivement tous nos vêtements en France dans un futur proche? Faut pas être utopiste. Il faut ni être. Une partie. C'est ce que je dire. Oui. Faut être, oui, on peut être idéaliste, ambitieux, rêveur. Il faut l'être tout le temps, mais il faut être aussi réaliste. On disait tout à l'heure, 97% de ce qu'on achète est importé. Donc vous imaginez qu'on va pas du jour au lendemain. On serait bien incapable. Il faut être aussi très lucide et très honnête par rapport à ça. On serait bien incapable de produire aujourd'hui avec la capacité productive en France, c'est 97% qu'on importe. Donc, il ne faut pas être complètement intégriste en disant tout ce qui est importé, c'est nul, la mondialisation, c'est nul, il faut faire que du franco-français. Non, surtout pas. Mais il faut se dire, si on peut
tous les ans grappiller quelques pourcents et en pensant que 1%, c'est 4000 emplois à chaque fois. Voilà. Si on peut faire ça, ça serait déjà pas mal. Et c'est une politique de petits pas. Et il faut être ambitieux, certes. Il faut voir sur le long terme. Et il faut se dire que la formation est super importante. L'enjeu, c'est de trouver les gens qui vont aller travailler si on relocalise. Mais il y a quand même des relocalisations qui sont lancées. On a beaucoup parlé du lin, bien sûr, mais on peut parler de la nouvelle usine Dixon qui va naître dans les Hauts-de-France, près de Valenciennes. Là, il y a l'usine, c'est le groupe Meunier avec Fashion. C'est un bon exemple, ça, parce que j'ai été interviewé sur le sujet par un journaliste qui me dit, mais est-ce que vous trouvez que c'est une bonne initiative, cette usine qui va faire des jeans dans le Nord? Est-ce que vous trouvez que c'est bien, ou est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt, en essayant de voir derrière? Moi, je lui dis, on ne peut que se féliciter du fait qu'il y ait 100 emplois qui vont être créés, et c'est de la confection qui va être française. Bien sûr, tout de suite, il y a eu des grincheux, et tout de suite, il y a eu des gens qui m'ont dit, ah bah ouais, mais les tissus, ils viennent d'Inde, et les produits, ils vont être sourcés. J'ai envie de dire, ok, c'est vrai qu'on peut, mais on ne va pas non plus demander. Moi, je préfère qu'il y ait cette initiative-là avec des tissus qui viennent d'Inde, mais qu'au moins la confection, elle soit faite en France, que rien du tout. Et plutôt que de se dire, on va tout faire, il faut que si on met une usine de jeans, il faut que toute la matière soit française, que les tissus soient français, c'est un vœu pieux. Mais à un moment, allons-y doucement, ne brusquons pas, ne marginalisons pas tous les gens qui essayent de faire des efforts. Au contraire, encourageons-les. Et il y a des initiatives, il faut les soutenir, il faut les encourager, il faut tout faire pour que les gens qui se posent la question, on leur facilite la vie et qu'on leur dise, bah, écoutez, c'est déjà pas mal, maintenant vous pourrez peut-être faire mieux dans 1 an, dans 2 ans, vous pourrez peut-être sourcer également vos tissus, et c'est ça qui est le plus important. À terme, on va pas se leurrer, c'est ce qu'on vise, mais ça serait une erreur de condamner les gens qui essayent au moins de faire un premier effort et un premier pas. Et c'est pour ça que je trouve que cette usine, c'est une bonne chose pour le textile et une bonne chose pour la région et une bonne chose parce qu'il y a 100 emplois qui vont être créés. L'emploi, c'est quand même crucial après la période qu'on vient de vivre et c'est pas fini. Je pense qu'il faut quand même penser à nos emplois. C'est quand même le nerf de la guerre, avant tout pour ceux qui en ont pas. Et puis, une fois qu'on aura remis les gens à l'étrier, le pied à l'étrier, remis les gens à l'emploi, ce sera déjà un succès. Super. Et Annick, est-ce que tu aimerais compléter, ajouter ton avis par rapport à ça? Oui, mais moi je suis d'accord. Nous, on est en train de préparer aussi un projet industriel qui s'appelle Atelier Agile, où on veut faire un atelier un peu plus boosté en machine pour qu'ils puissent produire des petites pièces en 7 jours pour justement que les enseignes arrêtent de surstocker, qu'on arrête de surconsommer et qu'on puisse fabriquer à la demande en continu des articles. Donc, on est nous-mêmes avec beaucoup d'autres autour de nous en train de travailler dur sur ce projet industriel, en espérant qu'il essaime après, qu'il y ait des 50 ateliers agiles partout en France. Des fabricants existants font peut-être des ateliers agiles, des enseignes créeront peut-être des ateliers agiles, des jeunes porteurs de projets qui veulent monter un atelier créeront peut-être des ateliers agiles. Voilà, on veut montrer que si on fabrique ici, c'est aussi éviter le surstock. Voilà. C'est fabriquer en continu à la demande et pas mettre dans les magasins des choses qu'on a achetées 1 an avant en masse et puis on prie le dieu de la mode pour que ça se vende. Ça, c'est fini, ça marche plus. Donc, il vaut mieux peut-être payer un peu plus cher, mais pouvoir approvisionner comme ça en continu son offre. Ça nous semble être ça, la solution du futur. Et donc, en continu, vite, approvisionner rapidement, ça veut dire forcément localement. Donc, je crois que tout ça va s'imposer de soi-même. Voilà, ça va arriver très, très naturellement maintenant que tout le monde le veut. Voilà, et le consommateur, et les marques, et les fonds d'investissement qui ont bien compris que la rentabilité, elle était aussi encourage ça aussi. plus là. Voilà. Et tu parlais de futur justement de la fabrication française. Et comment vous le voyez justement ce futur aussi bien si on parle de nouvelles technologies, d'éco-responsabilité, de fabrication française?
Il sera Très beau, circulaire et local, hein, parce qu'après, il faut travailler aussi sur les matières entrantes, qu'elles soient le plus possible faites à partir de fibres recyclées, puisqu'on a beaucoup de stocks partout dont on ne sait que faire et on ne va plus avoir le droit de l'expédier en douce à l'autre bout de la planète. Donc, on va être obligé d'avoir une activité de recyclage bien plus importante. Ça va être intéressant. Si on arrive à faire une fabrication et locale et un peu plus en utilisant des matières recyclées ou des matières vertueuses comme le lin ou l'ortie ou le chanvre, alors là, ce sera formidable. Et bon, nous, on a la chance d'être dans une région qui le soutient, qui l'a compris, qui a même écrit une feuille de route de la mode circulaire, parce que c'est la seule région en France qui a écrit une feuille de route de la mode circulaire. Donc voilà, on a un petit peu tout est au vert, mais il faut quand même mettre de l'huile de coude maintenant. Voilà, il y a des volontés, il y a des intentions. Maintenant, il faut les transformer en vraies commandes. Euh, en vraie commande des consommateurs, en vraie commande des distributeurs vis-à-vis des fabricants. Voilà, maintenant, il faut que ça se mette en route, quoi. Voilà, il y a tout pour. On est prêt maintenant, il faut avancer. Ok. Et toi, Olivier, tu vois comment le futur de la production française? Alors moi, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas faire l'erreur dans la relocalisation, ne doit pas être recréer le modèle de ce qui existait il y a 20 ans ou 30 ans, quand il y avait certains métiers qui étaient encore là. Bien sûr, il y a ceux que je connais le mieux, dont je peux parler sur la filature ou le tissage, mais en général, je pense que relocaliser, c'est pas reproduire dans le même schéma, parce que là, je pense que ça serait une grave erreur. Donc, il faut vraiment tenir compte de l'évolution des technologies, de la digitalisation, de l'automatisation, de la robotisation. Il faut pas non plus, vous allez me dire, bah oui, mais par rapport à ton discours sur l'emploi, oui, mais il n'y a pas, il y a une petite anecdote assez croustillant, je trouve, sur le sujet quand on parle justement de robotisation, d'automatisation ou d'intelligence artificielle. On dit, oh, mon Dieu, ça va détruire énormément d'emplois. Oui, ça va détruire certains emplois, mais ça va en recréer énormément d'autres, d'où l'importance de la formation, d'où l'importance d'être bien au fait des besoins du marché, des besoins des entreprises. Et la petite anecdote, c'est que avant que le tracteur naisse, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait comment dans les champs? On avait un cheval et puis on labourait les champs manuellement avec des outils plus ou moins sophistiqués. L'arrivée du tracteur a détruit, je dis bien, c'est pas 25%, c'est 75% des emplois agricoles qui existaient dans notre pays à l'époque. Tout le monde a trouvé des nouveaux débouchés. Et c'est pas, on va pas blâmer l'arrivée du tracteur qui a quand même permis de travailler dans des conditions bien meilleures. J'aime bien cet exemple, même si c'est un peu, c'est clair, pour certains, ça ne sera pas très parlant, mais moi je trouve que ça l'est parce que je trouve que l'arrivée du tracteur et l'intelligence artificielle, pour moi, c'est le même combat. C'est que ça va certes détruire des emplois, mais ça va en recréer d'autres nouveaux. Et puis de toute façon, il y a un mouvement qui est lancé. Encore une fois, essayons pas de passer notre vie à trouver tout ce qui va pas et tout ce qu'il faut pour pas faire. Non, il faut le faire. Il faut inviter tout le monde à aller vers ces nouvelles technologies, vers cette gestion de la data qui va être cruciale dans les années à venir, et que on voit qu'il y a effectivement pas mal de PME qui sont un peu loin de tout ça ou qui considèrent que c'est pas pour elles, parce que ça concerne, c'est une erreur. Je pense que ça concerne tout le monde. Et je pense qu'il faut s'y mettre, il faut se renseigner, il faut essayer. Bien sûr, ça peut avoir des coûts, bien sûr, c'est des investissements, mais je pense qu'il ne faut pas justement se dire non, mais ça, c'est pas pour moi, moi, je continue dans mon train sur mes rails bien tracés, ça ne s'arrêtera jamais. Ben non, il y a un moment, la voie, elle s'arrête, quoi. Donc, il faut savoir réaiguiller et toujours se remettre en cause sur tous ces sujets qui ne sont pas que pour les autres, et c'est maintenant que ça se passe, quoi. C'est pas dans 10 ans, on se dira on aura le temps, moi je suis trop vieux, donc je m'y intéresse pas. Non, ça c'est. Je pense que donc ça fait partie. Tu me posais la question comment je le vois, donc je le vois bien, mais voilà, il faut rester ouvert, il faut rester en veille, il faut rester affûté sur tous ces sujets, et il faut. On est toujours, hein, en
perpétuel recommencement, redécouverte, se réinventer en permanence. On n'a pas le choix, quoi. On n'a pas le choix. Et qu'est-ce que vous pensez de l'impression 3D? Parce qu'on voit quand même que ça apparaît, notamment pour les prototypes, il y a des choses qu'on utilise, la 3D. Est-ce que ça peut devenir, le futur de la fabrication textile habillement? On parle d'imprimer les vêtements. Est-ce que c'est envisageable? Alors, pas tellement à cette minute. Par contre, ce qui est beaucoup plus, je trouve, intéressant, c'est la conception virtuelle. Si on parle de, voilà, c'est de concevoir les vêtements en virtuel. Après, en impression 3D, c'est très intéressant pour les accessoires. Il y a des entreprises qui fabriquent des lunettes à votre morphologie, en vous photographiant, et puis elles vous font vos lunettes imprimées en 3D sur mesure. Ça, c'est très intéressant. C'est un vrai service pour le consommateur final. Il y a des gens qui impriment des boutons sur mesure en 3D. Alors voilà, il y a des applications qui sont intéressantes, mais elles ne sont pas trop sur le vêtement, parce que pour le moment, qu'est-ce qu'on imprime en 3D? C'est du plastique. Hein. Donc, des vêtements en plastique, on essaie d'éviter quand même. Moi, je Voilà. ne serais pas aussi catégorique, mais je ne pourrais pas être non plus affirmatif parce qu'on n'a pas d'exemple On ne aujourd'hui sait pas. Ça peut arriver demain. flagrant Oui, sur le marché. Et je ne me risquerais pas à dire, parce que ce serait dommage qu'on me repasse ma vidéo dans une t'as vu ce que tu avais dit, tu t'étais bien planté. Donc, je ne me risquerais pas à dire non, non jamais. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'exemple. En revanche, il y a des exemples dans d'autres secteurs où ça a changé complètement les façons de faire. Donc, je me dis, why not? Il faut rester là aussi, il faut rester en veille, hein, ne serait-ce que l'imprimante 3D sans aller jusqu'à aujourd'hui, produire nos vêtements avec une imprimante 3D. Enfin, moi, à ma connaissance, on ne sait pas faire en l'état, mais en revanche, pour nos entreprises, l'impression 3D, elle peut nous aider dans nos usines, dans notre fonctionnement. Faire des pièces. Ça, il faut quand même bien l'intégrer. Ça fait partie des sujets là aussi où il ne faut pas dire c'est pas pour moi, quoi. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Maintenant, voilà, l'avenir du textile imprimé en 3D, je n'oserais pas comment ça va évoluer. perspective ni dans un sens ni dans un autre. Voilà. D'accord. Bon, on arrive bientôt à la fin du talk show. Donc, pour tous ceux qui sont là encore, qui nous ont rejoints, n'hésitez pas à poser vos questions. On va y répondre dans un instant. Et pour finir, je vous propose de nous parler un peu des projets que vous êtes en train de mettre en place actuellement. Vous en avez un petit peu parlé tout au long du talk show, mais si vous avez envie de mettre le point sur certains projets concrets qui vont avoir le jour dans pas longtemps, voilà, n'hésitez pas à nous en parler, si tu veux, Annick. Dans les projets, il y a un projet qu'on vit en ce moment avec Ravissement. On est en train d'accompagner 14 porteurs de projets de mode durable et circulaire dans un cursus qui s'appelle Fashion Green Business et qui sont absolument incroyables. Voilà, on a beaucoup, beaucoup de plaisir à bosser avec eux. Donc voilà, c'est les nouvelles générations d'entrepreneurs qui arrivent avec des projets très, très, très différents. Et puis, il y a Atelier Agile qui arrive, il y a des événements qui arrivent, il y a tellement de choses. Et puis, nos membres nous font toujours des surprises. Il y a toujours quelqu'un qui arrive en disant « Et au fait, si on faisait ça ?» Et puis, hop, ça devient un projet. Donc voilà, c'est un petit peu non-stop au sein de l'association. C'est un peu fatigant des fois, mais c'est très, très réjouissant de voir cette effervescence qui se passe avec des acteurs très, très différents de A à Z. C'est ça qui nous anime chaque jour. Voilà. Ok. Et toi, Olivier? Moi, je vais en citer deux, un pour chaque casquette, on va dire. En tant que président du ITH, j'ai vraiment ce projet qui nous tient à cœur et qui a été complètement exacerbé par le Covid, cette idée de se dire que tout seul, on va nulle part et que c'est ensemble qu'il faut le faire, que c'est ensemble qu'on sera plus fort et que le collectif a cette capacité de faire bouger des montagnes. On essaye, là aussi, c'est parfois, encore une fois, je vais me faire taxer d'idéalisme, d'idéaliste, mais c'est pas grave, mais de dire que voilà, comment promouvoir notre écosystème, comment promouvoir tous nos acteurs, tous les acteurs de l'écosystème
ensemble. Nous, on est là juste pour essayer d'aider à faire connaître, à ce que les gens travaillent ensemble et à communiquer sur cette fameuse Textile Valley. Voilà, moi j'ai envie que cette Textile Valley devienne réalité, juste un endroit où on communique et on assure la promotion de tous ces fabuleux acteurs de notre écosystème dans les Hauts-de-France, qui est un des plus riches de France, et qu'on mette en avant et qu'on facilite l'accès, qu'on les fasse bosser ensemble. Ça, c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur et à court terme, puisque ça sera lancé à notre Assemblée Générale le 14 juin prochain, et ça sera le grand démarrage. Voilà, et ça, c'est un élément qui me tient à cœur. Le deuxième, c'est plus directement sur le maître de Mester, c'est cette filature de lin qui va faire qu'on est super excité que dès 2022, on va pouvoir présenter des collections labellisée 100% française, avec depuis le champ jusqu'aux produits confectionnés, et on va pouvoir, c'est super excitant de se dire qu'on va essayer d'être capable on va être les seuls à pouvoir présenter ce produit complètement maîtrisé de A à Z et estampillé 100% chaîne de valeur française. Et c'est vraiment quelque chose un challenge, c'est super excitant, encore une fois, sur un marché qu'il faut créer, sur une offre qui n'existe pas, et c'est vraiment un super projet et j'ai hâte d'y être. Voilà. Ok, super beau projet en tout cas. Et on a eu quelques remarques du coup sur les personnes qui nous suivent. Donc, on a Caroline qui a réagi quand on parlait des labels. Donc, elle a dit que c'était souvent coûteux. Et à court terme, qu'est-ce que vous conseilleriez à une petite marque de faire pour prouver et convaincre le client de la vraie fabrication française? Sans utiliser ces labels, j'imagine, c'est la Oui, question c'est trop cher pour… oui, j'imagine que ça voulait dire ça. En tout cas, c'est les conseils pour prouver et convaincre si on ne peut pas avoir des labels, de ce que je comprends de la question. D'accord. Alors, l'histoire du coût, pour remettre un peu les choses quand même à leur place, il y a le label privé est forcément plus cher, et aujourd'hui, il faut payer l'organisme certificateur au départ. Donc, oui, l'Origine France Garantie est un label qui est plus cher. Cancer Textile a un label qui n'est pas cher du tout, mais qui demande un audit et qui demande de pouvoir répondre aux critères. Hein, donc, c'est 75% des étapes. Donc, si cette marque répond à ces critères et si elle veut plus d'infos, qu'il n'hésite pas. Mais il faut que, en fait, pour être labellisé, il faut qu'ils utilisent des tissus et des matières premières qui soient labellisées. C'est la contrainte, mais c'est aussi ce qui fait qu'on arrive à avoir quelque chose de prouvé et de certifié, et que quand on a ce label, et quand on met ce label sur un produit qu'on confectionne, ça veut dire qu'on a une garantie derrière. Ça, et c'est pas cher du tout. Je pense qu'il faut pas penser que c'est cher. C'est plus le problème, c'est d'arriver à tracer dans sa chaîne de valeur et dans ses fournisseurs comment on peut faire pour convaincre ces fournisseurs d'être labellisés France Terre Textile. EPV, c'est pas cher non plus. Certes, il y a un coût à l'inscription. La contrainte, c'est que c'est une inscription. C'est une inscription, c'est pas une contrainte, mais c'est un minimum. C'est une inscription en ligne, et vous avez un audit qui peut être une journée ou 2 jours suivant les secteurs d'activité, et il faut se faire auditer, mais il faut avoir un savoir-faire qui est, entre guillemets, extraordinaire ou exceptionnel, et qui va être un savoir-faire unique et ancien avec une fabrication française. Donc, mais en tous les cas, c'est pas un problème de coût. Donc voilà. Ce qu'il faut donc. Et donc, sans label, parce que elle a répondu, voilà. Elle a réagi, c'est sans label en fait. C'est sans label, je suis désolé. Pour ceux qui démarrent, il faut juste dire ce qu'on fait. Voilà, c'est le point. Il faut donner l'info sur ce qu'on fait. Il y a aussi des outils maintenant, hein, comme Vigie ou Stress. Voilà, il y a des outils qui permettent de certifier un peu les étapes aussi. Mais tout simplement, si on a zéro argent et qu'on commence, il faut dire ce qu'on fait et où c'est fait, c'est tout. Filmer son usine, voilà, il faut juste montrer. On a plein de nouvelles marques, de nouveaux projets, de gens qui démarrent et qui viennent filmer quand on fait leur tissu pour leur produit fini, en disant voilà, notre tissu, il est fait là, dans l'usine, dans tel endroit, pour telle marque, et prouver. C'est être transparent au maximum et dire d'où les choses viennent. Et si on ne le sait pas, on pose des questions. On le dit aussi quand on ne sait pas, en fait. On peut le dire. Comment ? Oui, quand on ne sait pas, on le dit. Mais il n'y a aucune raison. Il y a un moment, on pose la question. Il faut savoir. On ne sache pas. Et si on ne le sait pas, c'est peut-être un peu… il faut savoir. De nos jours, il faut savoir. On n'a plus le choix. Il faut savoir aujourd'hui.
Voilà. Si quelqu'un n'est pas capable de prouver ce qu'il vous avance, c'est dommage. Oui, Il y a, c'est il y a sûrement d'autres possibilités. Voilà. c'est ça. Mais elle réagissait encore en disant que oui, c'est par rapport à sa marque, Avenue d'Alsace, mais en fait, c'est les audits qui chiffrent quand il y a plusieurs sites de fabrication. Oui, c'est vrai. Tout C'est à vrai. fait. Non, mais tout à fait. Mais c'est pour ça que si on veut éluder dans un premier temps, et ce qui est sur une période de lancement, éviter d'avoir ce genre de coûts supplémentaires, la réalité, c'est de dire les choses, d'être transparent sur ce qu'on fait, quoi. Voilà. Et de ne pas aller trop loin, parce que loin, on ne peut jamais contrôler. Hein. Moi me suis promenée dans le monde entier pour beaucoup d'enseignes, qui dit loin dit jamais sûr. Voilà. Donc, si on est en Europe, on n'est plus sûr. On peut contrôler. Oui, c'est Hors d'Europe, accessible, tout à fait. Alors, on a un commentaire de Karine qui dit merci d'évoquer la nécessité d'inventer de nouveaux modèles. Et on a une question d'Audrey. Vous vous êtes renseigné auprès d'Alsace Terre Textile. Je pense que là, peut-être qu'elle n'était pas là tout de suite. Je pense Ouais. par rapport au label. Oui, France Terre Textile, Alsace Terre Textile pareil. est un des labels régionaux d'origine. Donc, le premier a été Vosges, dans les Vosges. Et ensuite, on a eu l'Alsace, on a eu les Hauts-de-France, on a eu Aura, on a eu d'autres régions qui sont venues derrière pour arriver finalement à ce label France Terre Textile. Et là, c'est une question de choix. Il y a des gens qui, en fonction des clients, préfèrent mettre l'origine régionale et d'autres préfèrent mettre l'origine nationale. Mais ce sont les mêmes critères, les mêmes garanties et les mêmes critères par rapport à ça. En fait, elle écrivait pour Caroline. C'était une proposition à Caroline. Ah, d'accord. Ils se font de C'est ce que je me suis dit en la relisant. promo, là. Ils se font de la promo. Voilà. Ok. Bon, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, on va bientôt se quitter. Voilà. Profitez, maintenant qu'on a des experts qui peuvent répondre. Alors, il y aura un événement aussi qui va s'appeler Territoire Fabricant, qui va avoir lieu les 7 et 8 octobre, où on ira se promener en France et voir et visiter, pour ceux qui seront dans les régions. Il y aura des usines aussi qui vont ouvrir, qui ne voient pas d'habitude. On pourra aller voir des usines, on pourra écouter des chefs d'entreprise qui avancent. Alors, on est en train de préparer ce gros événement, une sorte de tour de France des super initiatives régionales sur la fabrication de la mode et du textile. Voilà, donc on découvrira là, vous voyez nous deux, mais vous allez découvrir des dizaines de chefs d'entreprise formidables et de marques et de coopération entre les marques et les chefs d'entreprise aussi au mois d'octobre, début octobre. Ok. Bon, mais visiblement, il n'y a pas d'autres questions. Donc, c'est que, voilà, et ça a dû être… On a été clair, on a été Voilà, super tout clair. était très clair et très riche. Donc, en tout cas, merci à tous ceux qui nous ont suivis et qui nous suivront en replay. Donc, si vous êtes intéressé d'en savoir plus par Fashion Green Hub, vous pouvez aller sur leur site fashiongreenhub.org. Je mettrai le lien au montage. Et si vous avez envie de découvrir l'entreprise de lemaître-demester.com, voilà, pareil, je mettrai le lien et que vous avez envie de produire, pourquoi pas, en France, vos tissus en lin, vous avez Olivier qui sera ravi de vous répondre. Et pareil, pour tout ce qui a trait à l'UITH, s'il y a besoin de conseils, pareil, je pense que tu pourras répondre à toutes les personnes qui le souhaitent. On va communiquer, ils pourront avoir les accès à l'information rapide. Voilà. Comme c'est une occasion, parce qu'il y a le maître de Messer, mais c'est s'il y a des gens qui sont intéressés pour des tissus où ils sont sûrs que ça soit fait en France, c'est l'Inde de France. Le site, ça s'appelle l'indefrance.com. Voilà. D'accord, ok. Merci pour Fabriqué cette précision. avec du lin français. Voilà. Et là, là, il y a une garantie. Voilà, merci. Merci à tous. Voilà. Merci Natacha, merci à tous. Bonne soirée à tout le monde. Je vais juste rappeler qu'il y a le guide qui est toujours disponible pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, disponible sur le site de la FNAC et Place des Libraires. Et d'ailleurs, vous pourrez retrouver la contribution d'Annick. Oui. Et du coup, plus d'informations sur le site modeecoresponsable.com. Et ce talk show sera en replay sur la chaîne YouTube Poesia Channel. Et pour tous ceux qui sont en train de développer une entreprise engagée dans la mode ou dans d'autres domaines, n'hésitez pas à nous contacter pour échanger sur votre vision à contact@poesiaconsulting.fr. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Annick et Olivier pour tout ce que vous nous avez partagé. Merci. Et je vous dis très belle soirée. Merci à toutes de nous avoir suivis. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.
Si ce contenu t'a plu et que tu n'es pas encore abonné à la chaîne Poesia Channel, abonne-toi dès à présent pour recevoir une notification pour les prochains épisodes pour devenir toujours plus un consommateur. À très bientôt!